Nous avons annoncé la sortie. Nous avons annoncé la sortie prochaine. Maintenant, nous allons nous battre pour la sortie prochaine. Évidemment, je sais que le chemin peut être jonché d'embûches parce que rien que l'annonce, vous avez, je crois que les téléspectateurs ont vu la réaction du PCT qui veut nous attribuer un certain nombre de choses, la violence. Nous ne sommes pas violents. Nous n'avons pas d'armes. Nous avons les idées. Nous avons les Évidemment, idées. moi, je Nous dois avons... arriver à ce niveau parce que la réaction de Parfait Loki, c'est comme ça qu'on l'appelle, le porte-parole du Parti congolais du travail, qui a réagi évidemment à l'annonce, bien sûr, de la création de cette nouvelle plateforme. Pour lui, c'est une menace contre la République, c'est-à-dire vous déterrez la hache de guerre, voilà. Et il a aussi rappelé un certain nombre de faits, des événements tragiques que le Congo a connus. Ah, Christian, je ne veux justement pas remuer Remuer le couteau dans le... le couteau dans la plaie. Mais je vais rappeler à monsieur Parfait Loki. Loki et aux autres membres du PCT. Christian, que pensent les Congolais lorsqu'on parle des disparus du beach et lorsqu'on dit qu'il y a eu un procès où il y a eu des crimes sans auteur? Vous trouvez ça normal? Il y a eu au Congo un procès sur les disparus du beach qui a fait apparaître clairement qu'il y a eu des crimes sans auteur. Où est la responsabilité de l'État? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est normal? Je continue, Christian. Lorsqu'on parle de cette guerre fratricide du 5 juin 1997, qui pour certains experts a conduit à ce qu'on ait 400 000 morts, ce n'est ni le PSDC, ni le Congrès du peuple, ni les autres partis qui sont avec nous, qui sont à la base de ça. Nous savons bien d'où ça provient. Lorsqu'il s'est passé ce qui s'est passé dans le pool Christian, situation pour laquelle nous souhaitions que les Congolais se retrouvent, même ça, on n'a pas voulu nous l'accorder. On a voulu en faire un problème entre les gouvernants et les partisans du président Toumi. On n'a pas voulu faire du problème du pool une question nationale. Est-ce que c'est nous qui l'avons fait? Non. Le sang, ce n'est pas de notre côté. Le sang, c'est de leur côté. Et le PCT, c'est... À l'état actuel du Congo-Brazzaville, avec tout ce qu'on vient déjà de dire, là, l'état qui n'existe plus, l'administration est morte. Désormais, le Congo sanctionné sur le plan international. La diplomatie bat de l'aile. Plus rien ne marche au Congo-Brazzaville. Mais en tout cas, plus rien ne marche au Congo-Brazzaville. Et vous venez là d'évoquer déjà les cas de fraude. Et ce que nous avions aussi appris, c'est que le PCT est déjà sur le terrain. Le PCT a déjà envoyé ses gardes sur le terrain, en train de préparer déjà, voilà, tout. Et en l'absence de l'opposition congolaise, que vous inspire l'élection présidentielle de 2026? Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de suivre ce numéro de Droit de Savoir. Vous êtes bel et bien sur R7 et merci de votre choix. Vous avez certainement pris connaissance du compte-rendu de la 9e session ordinaire administrative de l'Assemblée nationale qui s'est ouverte lundi 26 mai dernier. Compte-rendu qui dénote visiblement l'aveu du président de cette Assemblée, Isidore Mbouba, qui reconnaît en substance l'échec cuisant du régime Sassou Nguesso qui, comme vous le savez, a lamentablement échoué sur tous les plans. 42 ans de pouvoir après, sans partage, un pouvoir tenu de main de fer. Je vous fais donc lecture d'un extrait de ce compte rendu. Écoutez bien avant de vous présenter notre invité que vous connaissez très bien, c'est Clément Mirassa, on y revient tout à l'heure. S'adressant à l'ensemble des parlementaires et au gouvernement, le président de l'Assemblée nationale a lancé un appel en faveur de la bonne gouvernance. Vous savez bien que le Congo a ce problème de gouvernance en insistant sur
la nécessité de résorber la dette publique qui étrangle donc le Congo-Brazzaville, le rétablissement de l'équilibre macroéconomique, la régularité et la qualité de la desserte en eau potable et électricité qui sont devenus donc des denrées très rares au Congo-Brazzaville, la disponibilité des médicaments essentiels dans les centres de santé. Vous savez que ça n'existe plus au Congo-Brazzaville, les médicaments dans nos hôpitaux, les hôpitaux qui sont devenus finalement des mouroirs, ainsi que la réhabilitation des voies urbaines. Ça aussi, les Congolais le savent, les réseaux routiers sont totalement délabrés à Pointe-Noire comme à Brazzaville, et de continuer que chaque loi que nous votons, que nous adoptons, doit améliorer la vie de nos concitoyens et renforcer la cohésion nationale. Quand c'est dit d'Isidore Bouba, on comprend très bien que plus rien ne marche au Congo-Brazzaville. 42 ans de pouvoir après. Avec moi sur ce plateau pour en parler, Clément Birassa, économiste, statisticien, ancien ministre du Commerce, ancien ministre du Développement industriel, président du PSDC, un parti de l'opposition congolaise, pour évoquer ces nombreux problèmes qui minent le quotidien des Congolais sous l'indifférence du régime en place, incarné par Denis Sassou Nguesso, qui très visiblement est tourné vers la conservation du pouvoir, plutôt qu'à répondre aux préoccupations des Congolais. Bonjour Clément Mirassa. Bonjour Christian. Merci d'être encore avec nous sur R7. Alors, on va commencer par l'actualité Washington et vous avez certainement suivi l'information. Washington a proscrit les visas aux ressortissants du Congo-Brazzaville. Entre autres motivations de cette décision, la présomption de financement du terrorisme par un réseau libanais de la branche Hezbollah à Brazzaville. Votre commentaire? Christian, les Congolais sont sous le choc. On en parlait et assez souvent c'était attribué aux réseaux sociaux. Comme semble-t-il, c'est les réseaux sociaux qui portent beaucoup de malheur sur les informations qui sont données. Mais aujourd'hui, c'est devenu une évidence. Et les Congolais sont d'autant plus préoccupés par cette information qu'ils ont suivi rapidement sur les réseaux sociaux que le président du Tchad a immédiatement pris une mesure pour la réciprocité. Et beaucoup de Congolais, je dois dire, auraient souhaité qu'il en soit ainsi, quels que soient les résultats que l'enquête qui doit être menée ou qui peut être menée peuvent donner. Il faut que nous déclarons la réciprocité. Il s'agit d'État-État et il s'agit que nous défendons notre souveraineté. Donc, il n'y a pas de raison que cette mesure soit prise et prenne fin à partir du 9. Et nous attendions à ce qu'à partir du 9 également, le Congo suspende l'attribution des visas aux ressortissants américains qui voudraient venir au Congo. Je crois qu'en matière de diplomatie, c'est une bonne chose. Bon, nous avons vu le ministre des Affaires étrangères recevoir l'ambassadeur américain. Mais Christian, prenons rien qu'un volet. Prenons le volet des passeports. Les Congolais ont du mal à avoir un passeport, que ce soit, semble-t-il, le passeport ordinaire ou le passeport diplomatique. Et maintenant, on voit Et sur qui les est un réseaux droit en sociaux, plus, hein, qui est un droit. Oui. qui est un droit, bien sûr. Et maintenant, on découvre sur les réseaux sociaux qu'il y a 125 passeports de services vierges qui auraient été retrouvés à Dubaï, qu'il y a des originaires, des étrangers qui, à partir de leur pays, arrivent à obtenir des passeports congolais. Nous avions suivi à un moment donné l'épisode qui passait entre Brazzaville et Kinshasa, où semble-t-il des passeports étaient attribués à des jeunes filles. Ce qui a une incidence, Christian, il faut le dire, pas seulement au plan diplomatique, mais au plan de la fausseté du corps électoral. Parce que quand on commence le débat sur le passeport, après, il faut continuer sur la carte nationale d'identité. Nous avons découvert sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de démenti des gouvernants, qu'un certain miskin rebelle en RCA a des documents congolais, etc. Il Ça, peut c'est se confirmé, permettre. oui. Et on a vu également cette publication qui avait été faite par le site Sasser Info, où il y avait, semble-t-il, 17 Syriens qui étaient bloqués à Madrid avec des passeports congolais. Donc, il y a tout un problème.
Mais ce que nous ne Il comprenons y a pas, eu c'est également le l'épisode, silence. pardon, Clément Mirassa, des passeports diplomatiques qui étaient vendus au niveau du ministère des Affaires étrangères. Et cet épisode avait mis Brazzaville dans une situation délicate par rapport à la France. Ça, on n'en parle pas assez, mais on sait ce qui s'est passé, évidemment. Donc, au Congo-Brazzaville, les étrangers pouvaient acheter des passeports diplomatiques et se balader avec, Alors, malheureusement. donc, Christian, on découvre, lorsqu'on dit que le pays va mal, ce n'est pas seulement du point de vue de l'intérieur du pays, mais la crédibilité de notre pays est pratiquement atteinte. Et quand on parle des soupçons De de ce que le Congo est un terreau du terrorisme, mais c'est extrêmement grave, d'autant, Christian, que pour ajouter un peu de l'eau au moulin, mais les Congolais sont choqués de découvrir cette dame qui a été interpellée au beach Ngobila avec 30 kilos d'héroïne. Donc, le Congo est également devenu une plateforme au niveau des trafics de stupéfiants, etc. Mais extrêmement grave. Où va le Congo? Donc, aujourd'hui, Christian, ce qu'on constate, c'est que ce qu'on pensait être caché, mis à découvert. Mais quand vous donnez des passeports, vous prenez un certain nombre de dispositions. Mais les personnes qui sont appelées à les utiliser se rendent dans tous les pays du monde entier et les services de renseignement de plusieurs pays se rendent compte de la situation. Et que faisons-nous? On ne va Et pas pendant que vous bombarder parlez, l'autisme. pardon, de ces 30 kilos de cocaïne saisis à Kinshasa en provenance de Brazzaville, je préfère proposer donc cet extrait de vidéo à nos téléspectateurs, question de les mettre dans le contexte suivant. Joli coup de filet réalisé par l'état-major des renseignements militaires au Bichungobila. 30 kg 893 grammes de cocaïne équivalent à plus d'1 million de dollars américains cachés dans le haut-parleur. Des bols en plastique et des sacs d'habits ont été interceptés et saisis. Cette importante quantité de drogue en provenance de Brazzaville appartiendrait selon les informations recueillies à une dame répondant au nom de Cécile Assoumani, aujourd'hui aux arrêts. Cette drogue a été détruite ce vendredi 6 juin 2025 en présence d'un haut magistrat militaire, du conseiller juridique du chef d'état-major des renseignements militaires et plusieurs officiers des forces armées. Voilà, mais il faut aussi rappeler qu'en dehors de ces 30 kilos de cocaïne, il fut, je crois, ça fait à peine une année, où des milliards sont partis de Brazzaville. Non, franchement, non. Moi, j'ai déchargé là. Déchargé? Il y a déjà des numéros privés qui m'appellent. Ils vont sentir que vous travaillez. Voilà. L'original, ça les arrange. Donne chez moi. Il faut nous garder la copie pour la brigade. L'original, on laisse chez le directeur général. Après la grande, voilà, c'est le DG. Monsieur le DG, pour votre information, vous avez les coups de fil de la CNPC. Déjà? Bon. Mais c'est une On découvre que Brazzaville est devenu un terreau de la haute mafia et c'est très curieux. Alors lorsqu'on a suivi Thierry Mungala sur la décision de Washington, il dit être surpris. Alors que depuis pratiquement 3 mois, nous en parlions dans nos émissions. Déjà, on commençait à évoquer la fermeture imminente, bien sûr, de l'ambassade des États-Unis au Congo-Brazzaville. On a évoqué cette affaire, évidemment, des passeports qui étaient attribués à des chefs de guerre, le cas de Miskit, par exemple, mais aussi Brazzaville, qui avait accueilli ce criminel, ce génocidaire qui était recherché, l'ancien ministre de la Défense rwandais, Augustin Bizimana, qui est mort à Pointe-Noire d'ailleurs, tout le monde le sait. Brazzaville, j'allais dire, Pointe-Noire, c'est aussi ce monsieur Hassan Youssef du Hezbollah, l'ancien ministre de la Défense du Hezbollah, qui était nommé directeur général de l'hôtel Atlantic Palace à Pointe-Noire. Tous ces éléments, nous les avions donnés. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, puisqu'ils pensent que les réseaux sociaux, ben voilà, c'est ce qu'il y a de plus nocif au monde, probablement qu'ils n'ont pas tenu compte de tout ça. Et aujourd'hui, le coup près est tombé. Brazzaville classé sur la liste, comme qui dirait, noire. Et donc, la diplomatie congolaise aujourd'hui bat de l'aile. Mais Christian, Oui. il faut insister
sur la subtilité du message du président Donald Trump. Parce qu'au-delà de l'aspect du terreau, d'être terreau du terrorisme, mais le président Donald Trump parle des administrations inefficaces. Et lorsqu'on parle des administrations inefficaces, il faut que les Congolais se retrouvent. C'est des élections mal organisées, non transparentes, mais etc. Ben c'est les détournements de fonds publics. C'est la non-maîtrise des politiques d'immigration intérieure qui font qu'il y a la porosité des frontières et on peut même dire que la sécurité, le problème de la sécurité des Congolais eux-mêmes se pose. Donc, il faut, à notre avis, que l'on sorte du silence. Quand je dis qu'il faut que l'on sorte du silence, c'est les acteurs politiques, c'est les parlementaires, les députés, les sénateurs, ben c'est les gouvernants, c'est les citoyens. Parce qu'assez souvent, les gouvernants ont avancé en profitant de ce que nous étions silencieux. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que le reproche n'est pas fait seulement à l'intérieur, mais du point de vue de l'extérieur, le Congo est un pays qui a perdu sa crédibilité. Nous n'avons pratiquement plus de crédibilité. Et il faut tout mettre en œuvre pour que le Congo réintègre le concert des nations. Sinon, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement pénible. Et je pense, Christian, au lieu de beaucoup parler, non, il faut que les mesures soient prises au niveau des passeports. Il faut que les gouvernants arrêtent de vendre, sinon de donner des passeports à des étrangers. Déjà, je vous ai dit qu'au plan électoral, ça fausse le corps électoral. Donc, vous voyez bien qu'on aura des difficultés. Et après, quand il y a vote, on dit qu'il y a des étrangers qui votent, on nous dit que c'est faux. Mais vous avez la preuve flagrante là. Clément Mirassa, vous avez dit, là, nous avons une preuve flagrante. Évidemment, vous parliez tout à l'heure d'une administration inefficace. Non, c'est le cas de dire que l'administration au Congo n'existe plus. Vous connaissez cette affaire des actes administratifs qui sont vendus, même judiciaires. Quand vous arrivez au tribunal, vous voulez un certificat de nationalité ou certificat, comment on appelle ça, oui, de nationalité, ou casier judiciaire. Vous savez que ça s'achète. Les Congolais achètent, donnent de l'argent. Et donc, il n'y a même pas les enquêtes qui se mènent sur la personne. On leur délivre ces actes moyennant 5 000 francs. Je ne sais pas s'ils ont voilà, augmenté le prix ou c'est resté le même. Mais moi, quand c'était encore à Brazzaville, au Congo, ces actes s'achetaient. Certificat national, certificat casier judiciaire, les actes de mariage, ça s'achète. Les actes de naissance s'achètent au Congo-Brazzaville. Mais c'est une administration qui ne fonctionne plus. La preuve, c'est que tout est fait, voilà, en échange, voilà, de l'argent. C'est une administration qui n'existe plus au Congo-Brazzaville. L'État est mort, c'est le cas de le dire, et c'est une vérité. Et c'est pour ça, Christian, que le message que je lance aux Congolais, ce n'est pas de se laisser berner par les sirènes de la conservation du pouvoir. C'est pour que nous agissions véritablement, pour que nous allions à une vision de changement et de rupture. Parce qu'il faut interpréter la pensée du président Denis Sassou Nguesso. Lorsqu'il a dit que le ver est dans le fruit, il est effectivement dans le fruit, il nous faut le détruire. Pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. On a la preuve. On a la preuve. On va aux finances, c'est foutu. On va à la justice, c'est foutu. On va à l'immigration, c'est foutu. On va au domaine foncier, c'est foutu. Mais qu'est-ce qui nous reste en réalité en termes de fierté, de dignité, le fait d'être Congolais? Et c'est pour ça, Christian, que j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour nos frères burkinabés qui tiennent beaucoup à la notion d'intégrité de la dignité et qui préfèrent être pauvres, mais toujours agir pour sauvegarder leur dignité. Et je pense qu'il faut que nous, les Congolais, nous en prenions conscience et que nous suivons cet exemple. Voilà un peu sur ce créneau, mais nous déplorons. L'image du Congo, elle est ternie partout. C'est difficile. L'image du Congo est ternie partout. La preuve, c'est que lui-même, Denis Sassou Nguesso l'avait déclaré, hein, le ver est dans le fruit. Et nous étions arrivés de relever
fonction tous les magistrats du parquet du siège, tous, parce qu'on voulait marquer le coup face au dérapage observé à Pointe-Noire. Je prends l'exemple de Pointe-Noire, la même chose se produit ici à Brazzaville. Quelques mois seulement après, les nouveaux magistrats ont commencé à faire exactement comme ceux qui venaient d'être relevés, même pire. Alors, la conclusion que nous tirons maintenant, au moment où nous prenons d'autres décisions, c'est qu'il y a le ver dans le fruit. Il y a effectivement le ver dans le fruit. Et nous devons détruire le ver qui est dans le fruit. Peut-être pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Il y a le ver dans le fruit. Et là, ça commence à sentir jusqu'à l'extérieur, jusqu'à l'étranger. Et c'est dans ces conditions qu'il faut aller à l'élection présidentielle de 2026. Et moi, ma question, une fois que le Congo, désormais inscrit sur la liste noire des États-Unis, donc le Congo devient en sorte un État paria, il faut le dire comme ça, avec à sa tête Denis Sassou Nguesso qui, sans se mentir, est le candidat du Parti congolais du travail. Isidore Mvouba venait encore de le rappeler dernièrement. Donc c'est le candidat du PCT, disais-je, à la présidentielle de 2026. Je vais vous proposer de suivre un extrait d'une vidéo. Elle porte sur la conférence de presse qu'avait donnée Jean-Félix Dembatello. Il parlait évidemment de l'élection présidentielle de 2026. Pour lui, cette élection, en réalité, ne devrait pas avoir lieu parce que c'est un non-sens. On l'écoute. Vous parlez de 2026, mais je vous pose la question de savoir si depuis le retour du Parti congolais du travail au pouvoir en 1997, y a-t-il eu élection démocratique? J'ai dit non. Nous avons une parodie d'élections qui se sont succédées aujourd'hui qui fait que, dans tous les cas, les résultats sont connus à l'avance. Nous contestons cette manière de faire. Le PCT avait 17% en 1992, c'est-à-dire l'élection de 2092, qui est la seule élection libre et transparente. 17%. Dites-moi par quel miracle aujourd'hui le PCT s'en sort avec entre 80 et 100% à toutes les élections présidentielles, législatives, locales, sénatoriales, 100% pour certaines élections. C'est pas possible. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Notre pays est bloqué politiquement. Il faut déverrouiller cette situation de blocage pour reprendre dans les normes d'une véritable démocratie afin que le pays puisse respirer et puisse avoir des changements à la tête de l'État. Donc pour 2026, nous pensons que il n'y aura pas d'élection s'il n'y a pas au préalable une concertation, un dialogue qui permet de pouvoir mettre tout le monde d'accord sur la manière de gérer les élections. Je rappelle que notre mouvement, notre groupement, a deux de ces leaders qui sont enfermés depuis 9 ans à la maison d'arrêt de Brazzaville. Pour des raisons politiques, ils ont pris position, ils ont été tous les deux candidats à l'élection présidentielle de 2016. Suite à cette élection, ils ont été mis aux arrêts pour des mobiles tout à fait fallacieux et ils purgent une condamnation de 20 ans. Ils sont à leur 9e année. Et nous avons toujours profité des occasions qui nous sont offertes pour demander leur libération sans condition. Parce qu'ils sont enfermés depuis 9 ans. Mais nous savons dans ce pays qu'il y a des crimes plus graves qui sont des crimes économiques, qui sont impunis. Il y a des criminels qui ont commis des crimes de sang, qui sont impunis. Nous pourrons citer, en l'occurrence, l'un de ceux qui était considéré par le pouvoir actuel comme étant un rebelle, Binsangu alias Ntomi, qui est libre de ce mouvement, qui bénéficie même des subventions de l'État, et qui était un rebelle, qui jouit de tous ses moyens et de tous ses droits. On ne comprend pas comment on peut enfermer deux personnalités, voici 9 ans, sans raison,
Je dis bien sans raison parce que c'est politique. Depuis un peu plus d'un an et 3 mois, un individu appelé Pasteur Ntoumi, de son vrai nom Frédéric Dinsamou, s'est replié après une tentative à Brazzaville de violence, le 4 avril 2016, s'est replié dans le département du Poul, qui est son département d'origine, a pris quelque part les populations en otage et de loin en loin commet des actes terroristes qui ont créé un climat d'insécurité. C'est une guerre asymétrique où un individu s'est soustrait à l'autorité, s'est caché. Deuxièmement, il n'a pas été le collaborateur du président par une opération de poudre de perlimpinpin. Il a été collaborateur parce qu'il était d'abord un terroriste qui s'est repenti une première fois. Voilà, Clément Mirassa, à l'état actuel du Congo-Brazzaville, avec tout ce qu'on vient déjà de dire, l'État qui n'existe plus, l'administration est morte. Désormais, le Congo sanctionné sur le plan international. La diplomatie bat de l'aile. Plus rien ne marche au Congo-Brazzaville. Mais en tout cas, plus rien ne marche au Congo-Brazzaville. Et vous venez là d'évoquer déjà les cas de fraude. Et ce que nous avions aussi appris, c'est que le PCT est déjà sur le terrain. Le PCT a déjà envoyé ses gars sur le terrain, en train de préparer déjà, voilà, tout. Et en l'absence de l'opposition congolaise, que vous inspire l'élection présidentielle de 2026? Christian, la question est véritablement pertinente. Elle est pertinente parce qu'au lieu de se référer seulement à ce que mon frère et ami Dembatelo a déclaré, moi, je souhaite qu'on se réfère à ce que Denis Sassou Nguesso lui-même a déclaré. Et je commencerai par la déclaration qu'il a faite lorsqu'il était opposant en 1992. Il a dit lui-même: jamais je ne pourrai accepter que la Constitution soit violée. Et il a ajouté: j'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Et ensuite, il a ajouté: jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Là aussi, nous prenons l'opinion internationale à témoin. Mais la situation véritablement, c'est là, Christian. Et j'ajoute toujours, dans le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a déclaré dans un de ses messages sur l'état de la nation, à savoir que nos difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Mais Christian, disons la vérité aux Congolais, nous sommes dans l'anticonstitutionnalité. Et cette élection 2026, telle que ça se profile, elle sera, on veut la faire dans des conditions hors la loi. Pourquoi je le dis? Tu dis que le PCT est déjà sur le terrain, mais c'est de la complaisance des gouvernants. C'est la complaisance des gouvernants. Et la question que nous nous posons, que veut réellement le PCT? Que veulent les gouvernants congolais? Pourquoi on le dit? Mais nous apportons les preuves pour dire que le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Et Christian, le PCT, par rapport à une loi qui a été votée par un parlement majoritairement composé par des éléments du PCT, mais a violé les lois et règlements de la République. Et malheureusement, par rapport à la loi 20-2017 du 12 mai 2017, en son article 31, il est dit qu'en cas de violation des lois en vigueur par tout parti ou groupement politique ou de trouble à l'ordre public, le ministre de l'administration du territoire suspend le parti concerné et ferme et procède à la fermeture de ces locaux. Mais nous sommes dans ce cas. Donc, les locaux du PCT devraient être fermés, le Parti congolais du travail devrait être suspendu. Donc, dans les conditions actuelles, on ne peut pas parler d'élection
si cette question n'est fondamentalement pas et structurellement pas résolue. Ce n'est pas possible. À cela, j'ajoute quelque chose sur laquelle je reviens souvent. Le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Mais je ne retiendrai qu'un volet. Le président de la République est président du Parti congolais du travail. Christian, posons la question aux Congolais, posons la question aux acteurs politiques. Est-ce que le président du Parti congolais du travail peut organiser une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée? La réponse est non. Surtout que tout l'appareil de l'État est tenu par le PCT. Non seulement que tout l'appareil d'État est détenu par le PCT, mais prenons les dernières nominations. Je n'ai pas regardé au niveau des secrétaires généraux, des sous-préfets, mais prenons au niveau des préfets. Si vous prenez au niveau des préfets, je cite le préfet du département, du nouveau département, Joël Efine. Je cite le préfet de l'Alekumu. Je cite le préfet de la Bouenza. Je cite le préfet de Pointe-Noire. Mais en fait, ils sont tous du Parti congolais du travail ou des partis affiliés au Parti congolais du travail. Et ça, les Congolais le savent. Tous les Congolais le savent. Donc, non, le savent. Ils le savent. Mais ce qui est plus grave, pour ceux que j'ai cités, il y en a certainement d'autres, mais c'est qu'ils ont fait partie des 2588 congressistes qui, lors du congrès du PCT de 2019, ont décidé unanimement de reconduire Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du parti, c'est-à-dire comme président du Parti congolais du travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des préfets qui sont en violation avec la loi, qui sont des partisans, des membres du Parti congolais du travail et qui sont placés là dans l'esprit de la conservation du pouvoir. Oui, c'est les hors-la-loi. Moi, j'aime bien les appeler comme ça. Ce sont les hors-la-loi. Clément Mirassa, on va avancer on va revenir sur un geste que tout le monde a d'ailleurs apprécié, mais après, il y a eu des questions, hein. Et les récurrentes, c'est la fois dernière, vous aviez tenu une conférence de presse pour annoncer la création d'une nouvelle plateforme de l'opposition que vous avez baptisée le Rassemblement. Je ne sais pas si c'est déjà mis en place, mais après vous nous le direz. Donc le Rassemblement des forces du changement. Au cours de cette cérémonie, si vous voulez le dire comme ça, vous avez posé un geste qui a interpellé tout le monde. Avant de réagir, avant de répondre, je vais proposer un extrait d'une vidéo, notamment des politiques français qui, eux aussi, en leur temps, ont demandé pardon, se sont excusés sur un certain nombre de faits et on revient sur le plateau suivant. Les excuses des hommes politiques, armes de communication ou actes de sincérité, à vous d'en juger. Il y a d'abord l'excuse sans détour façon Alain Juppé. L'ancien Premier ministre avoue s'être trompé en augmentant les impôts en 1995. J'ai fait une bêtise. J'ai essayé de la corriger, je n'y suis pas arrivé. J'ai fait une bêtise et vous voyez, le propre de l'âge ou de l'expérience, c'est qu'on ne refait pas les mêmes bêtises de fois. 12 ans plus tôt, Lionel Jospin, alors Premier ministre, reconnaît ses erreurs en matière de sécurité. Je me suis dit, si on fait reculer le chômage, on va faire reculer l'insécurité. Autre catégorie d'excuses, le mea culpa à l'embiqué. Celui par exemple de Dominique de Villepin sur le CPE, le contrat première embauche. Donc j'ai voulu agir. J'aurais dû faire comme tout le font les bons politiques. C'est-à-dire que j'aurais dû ne rien faire. J'aurais dû ne rien faire. Enfin, il y a les excuses après une erreur de comportement. Emmanuel Macron, par exemple, quand il regrette d'avoir utilisé le terme illettré à propos des employés de l'entreprise GAP. Le premier regret, c'est pour les propos que j'ai tenus ce matin, si j'ai blessé et parce que j'ai blessé des salariés. Et c'est inacceptable et ça n'est pas ce que je voulais faire. Même contrition a posteriori de Nicolas Sarkozy reconnaissant une erreur de langage quand il répond par une injure à un détracteur. Je me suis rendu compte, avec le recul, que sans le vouloir, j'avais pu blesser des gens, en prenant pas la bonne expression. Si c'était à faire, je ne le referais pas. Plus récemment, François Fillon admet qu'il n'aurait pas dû employer son épouse. C'était une erreur. Et je présente mes excuses aux Français.
monde anglo-saxon, les excuses sont une tradition. Tony Blair a par exemple admis que son soutien à la guerre en Irak était une erreur. Bien, voilà. Donc, on peut demander des excuses pour plusieurs raisons. Et les Congolais voulaient savoir, c'est vrai que vous assumiez en sorte la défaite, ou j'allais dire l'inaction de l'opposition congolaise depuis un certain moment. Et qu'est-ce que ça voulait dire concrètement ce geste? Vous-même, les gens veulent savoir et entendre de vous-même pourquoi vous avez demandé pardon au peuple congolais. Christian, je suis un acteur politique depuis de nombreuses années et j'ai connu beaucoup d'expériences et j'ai connu beaucoup d'hommes politiques. Je peux dire aux Congolais qu'avec Bernard Kolela, avec Jean-Pierre Tissé Chikaya et d'autres, nous avons créé, après l'élection du président Lissouba, l'URD. Bernard Kolela en était le président et Jean-Pierre Tissé Chikaya le vice-président. Par la suite, l'URD a signé un accord avec le PCT. Donc, avec Kolela, Tissé, Denis Sassou Nguesso et les autres, nous nous sommes retrouvés à l'opposition. Et on a vu avancer. Et après, Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir. Et nous avions cru qu'un certain nombre d'idées que nous défendions à l'opposition seraient prises en ligne de compte. Je vous prends un exemple qui pourrait paraître anodin, comme la mise en place d'une commission électorale véritablement indépendante, puisque je rappelle aux Congolais qu'en 1997, nous avons signé un mémorandum que nous avons adressé au président Lissouba, dans lequel nous définissions les termes de référence de ce que c'est qu'une véritable commission électorale indépendante. Et après, j'ai connu des exemples et d'autres expériences avec Mathias Nzon, Christophe Mukwege, etc. Et assez souvent, les Congolais nous ont fait le reproche que tout ça n'a abouti à rien. Et assez souvent, sur un certain nombre de problèmes fondamentaux, nous sommes restés silencieux. Et moi, j'ai retenu un commentaire que les Congolais nous ont souvent fait, c'est de dire, vous êtes opposants le jour et la nuit, vous êtes collaborateurs. Il y en a beaucoup qui me mettent ça, mais c'est la réalité. Je viens de suivre une vidéo d'un compatriote qui en a sorti une. Donc, c'est pour dire que quand je demande pardon aux Congolais, c'est pour dire le Congo va mal, très mal. C'est vrai qu'il y a la mauvaise gouvernance du PCT, mais c'est vrai aussi qu'il y a la responsabilité de l'opposition qui n'a pas toujours su prendre les dispositions nécessaires et qui assez souvent a choisi sur des problèmes extrêmement importants d'être silencieuse. L'opposition ne doit pas être silencieuse. Et je te prends un exemple, tout à l'heure, je crois qu'on va y revenir. Comment le président de l'Assemblée, Isidore Mbouba, peut s'adressant à l'Assemblée, dire que Denis Sassou Nguesso, qui est président du PCT, est le candidat naturel des Congolais, alors qu'il sait qu'il y a une opposition. Ça veut dire que pour eux, cette opposition ne compte pratiquement pas, elle leur est acquise. Et c'est pour ça que je dis au peuple congolais, je vous demande pardon pour le passé, mais essayez d'être indulgents avec nous, avec le rassemblement des forces du changement. Nous voulons aller dans une expérience où nous allons faire les choses autrement qu'elles ne se faisaient et où nous allons essayer d'agir pour unifier les forces politiques, pour unifier les forces sociales, pour unifier avec la société civile, pour essayer de nous battre pour aller vers le changement et la rupture, et pour essayer de nous battre pour aller vers un projet commun qui doit nous aider à voir comment sortir le pays. Donc, c'est notre défi maintenant en tant que rassemblement des forces et du changement, c'est de nous mettre ensemble. Les problèmes ne manqueront pas, les incompréhensions ne manqueront pas, mais il faut que nous plaçons quelque chose au-dessus de tout. C'est le Congo. Que nous nous éloignons des Au-dessus de tout, c'est le Congo, Clément Mirassa. Alors donc, si j'ai bien compris, vous demandiez là pardon pour le compte de toute l'opposition et non seulement pour vous-même. Ah non, pour toute l'opposition. Pourvu que les opposants qui se sentent concernés acceptent de se remettre en cause. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si hier ils faisaient le jeu du pouvoir, il faut qu'ils y renoncent fondamentalement et qu'ils changent radicalement. Si par exemple, je prends un exemple pour que le Congolais lambda comprenne,
Si hier j'ai marché, par exemple, à la présidence, comme le conseiller politique du président de la République a osé le dire, qu'il y avait des partis de l'opposition qui émargeaient à la présidence, ça veut dire que chaque mois, on me remettait quelque chose. Mais il faut que j'y renonce pour dire, je renonce à ça. Même si je dois me battre dans la pauvreté et la dignité, je préfère ce chemin et je fais le choix de combattre et d'agir pour aller de l'avant. Donc voilà le sens que j'ai voulu apporter. Je suis très heureux, je suis très heureux pour les apports qui ont été apportés en termes de critique. Elles ne nous sont toujours pas favorables, mais c'est toujours une bonne chose d'écouter toutes les voix, parce que même ceux qui pensent ou qui croient vous critiquer vous apportent parfois un certain nombre d'idées que vous n'aviez pas, mais qui vous permettent d'améliorer. Et aujourd'hui, il faut que nous nous battons. Maintenant, tu disais que nous précisons, non, nous avons annoncé la sortie. Nous avons annoncé la sortie prochaine. Maintenant, nous allons nous battre pour la sortie prochaine. Évidemment, je sais que le chemin peut être jonché d'embûches, parce que rien que l'annonce, je crois que les téléspectateurs ont vu la réaction du PCT, qui veut nous attribuer un certain nombre de choses, de la violence. Nous ne sommes pas violents. Nous n'avons pas d'armes. Nous avons les idées. Évidemment, moi je dois arriver à ce niveau parce que la réaction de Parfait Loki, c'est comme ça qu'on l'appelle, le porte-parole du Parti congolais du travail, qui a réagi évidemment à l'annonce bien sûr de la création de cette nouvelle plateforme. Pour lui, c'est une menace contre la République, c'est-à-dire vous déterrez la hache de guerre, voilà. Et il a aussi rappelé un certain nombre de faits, des événements tragiques que le Congo a connus. Le frémissement que nous constatons dans le microcosme politique aujourd'hui, de un petit groupuscule de partis politiques qui se dit radical, mais toutes ces histoires, nous les avons déjà vécues. Souvenez-vous de la conférence nationale, ce que nous aimons souvent appeler l'escroquerie nationale organisée. Ça n'a tourné que contre le Parti congolais du travail. On parle aujourd'hui des nouvelles forces du changement. Est-ce que vous connaissez ce que veulent dire les forces du changement? Ce que nous avons vécu à la conférence nationale, certains d'entre vous étaient encore très jeunes ou peut-être même pas nés. Mais c'est des mauvais souvenirs. Souvenez-vous simplement que lorsque vous avez un individu qui se permet de remuer le couteau dans la plaie, ça veut dire qu'il a des velléités guerrières. Et la guerre, en démocratie, n'a pas de droit de cité, n'a pas de place. La guerre n'a pas de place en démocratie. La violence n'a pas de place en démocratie parce que le peuple congolais a déjà vécu ces choses en 58, en 92, en 93, en 97, en 98. Le peuple congolais a vécu ces choses. Donc, la valeur du couteau, le couteau n'a pas que des valeurs. Le couteau peut vous permettre de blesser, mais il peut vous permettre de creuser davantage une plaie. Et ce n'est pas le cas pour la démocratie aujourd'hui. Notre jeu de démocratie est vieille d'une trentaine d'années. À comparer avec les vieilles démocraties occidentales, il faut se dire que nous avons du chemin à faire. Nous avons la tolérance, la résilience à cultiver entre nous, les partis politiques. Ah, Christian, je ne veux justement pas remuer le couteau dans la plaie. Mais je vais rappeler à monsieur Parfait Loki et aux autres membres du PCT. Christian, que pensent les Congolais lorsqu'on parle des disparus du beach et lorsqu'on dit qu'il y a eu un procès où il y a eu des crimes sans auteur? Vous trouvez ça normal? Il y a eu au Congo un procès sur les disparus du beach qui a fait apparaître clairement qu'il y a eu des crimes sans auteur. Où est la responsabilité de l'État? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est normal? Je continue, Christian. Lorsqu'on parle de cette guerre fratricide du 5 juin 1997, qui pour certains experts a conduit à ce qu'on ait 400 000 morts, ce n'est ni le PSDC, ni le Congrès du peuple, ni les autres partis qui sont avec nous, qui sont à la base de ça. Nous savons bien d'où ça provient. Lorsqu'il s'est passé ce qui s'est passé dans le pool Christian, et situation pour laquelle nous souhaitions que les Congolais se retrouvent,
Même ça, on n'a pas voulu nous l'accorder. On a voulu en faire un problème entre les gouvernants et les partisans du président Toumi. On n'a pas voulu faire du problème du pool une question nationale. Est-ce que c'est nous qui l'avons fait? Non. Le sang, ce n'est pas de notre côté. Le sang, c'est de leur côté. Et le PCT, c'est. Et comment vous avez perçu cette réaction de Parfait Iloki? Ben, j'ai perçu la réaction comme si les gens étaient préoccupés. Non, non, pas provoqué. J'ai senti que les gens étaient préoccupés de constater qu'il commence à se constituer une force qui va constituer un contrepoids et qui va aider les Congolais à sortir de la peur et qui prendra position sur un certain nombre de problèmes. Parce que, Christian, tout à l'heure, on va y revenir certainement. Tu as lu quelques extraits du discours du président de l'Assemblée où il fait état de ce que le pays va mal. Mais pose-toi la question. Pourquoi il ne parle pas des scandales de crimes économiques et financiers? Pourquoi il n'en parle pas? De nos jours, ce n'est pas remuer le couteau dans la plaie, de nos jours, nous avons les Trésor-Gate, tout le monde le sait. Nous avons le problème du différentiel des 6 milliards au niveau des bourses. Nous avons le FIGA, nous avons d'autres choses. Au moment où on parle d'un besoin énorme d'argent, mais on constate qu'il y a des niches qui auraient pu nous permettre d'avoir l'argent pour résoudre les problèmes des Congolais. Où en sommes-nous? Non, nous ne sommes pas là. Nous avons dit et nous précisons que, Christian, nous sommes dans la voie pacifique, dans la voie démocratique. Et ce que nous souhaitons, ce que nous voulons avoir, c'est le respect des dispositions de la loi, comme par exemple l'article 25 qui garantit la liberté d'expression, comme l'article 27 qui garantit la liberté de réunion, d'association, de manifestation. Mais surtout la neutralité aussi de la force publique. La neutralité, j'en viens, qui veut que le respect de l'article 205 de la Constitution qui recommande que la force publique soit apolitique et qu'elle agisse conformément aux lois et règlements, etc. Mais lorsque je vois ce qui se passe pour la CBT, où je vois beaucoup de commentaires et où je sens, Christian, qu'il y a parfois de la méchanceté, parce que lorsque quelqu'un fait ce genre de vidéo en pleine souffrance, lorsque sa femme fait des vidéos, sa femme qui est à côté de lui fait des vidéos, et quand je vois des gens qui disent que c'est de la manipulation, c'est du cinéma, etc., et c'est ce que j'ai retenu. Les gouvernants n'en parlent pas. Le président de l'Assemblée, lors de l'ouverture, même le président du Sénat, lorsqu'ils ont ouvert leur session, ils n'en ont pas parlé, alors qu'un Congolais, et l'article 8 dit que la vie humaine, elle est sacrée, elle a un caractère sacré, il faut qu'on le sauvegarde. Maintenant, le ministre, le porte-parole du gouvernement nous a parlé de quoi? Mais des services parallèles. Et c'est là où il faut édifier les Congolais. Qu'est-ce que ça veut dire les services parallèles? Et quel est leur rôle? Est-ce que c'est d'empêcher les opposants d'apporter la contradiction, la différence? Je suis en train de me battre, Christian. J'ai écrit à l'administration parce que je voulais faire une descente le 24 juin. Je l'ai reporté au 7 juin. Et le 7 juin, le 6 juin, j'ai été amené à constater que les dispositions de sécurité que je souhaitais être prises par l'administration ne l'ont pas été. Il semble qu'il y a un problème de difficulté de circulation d'informations. Vous alliez faire une descente où comme ça? Je voulais faire une descente à Madibou, dans l'arrondissement 8 de Brazzaville. Donc voilà. Donc il faut qu'on nous laisse la possibilité d'être en contact. Oui, mais ce qui est quand même curieux, c'est qu'à vous, on vous donne un certain nombre de raisons pour vous empêcher de faire votre descente. Pourtant, on voit bien, comment on appelle ça? Il y a une organisation tenue par Talisson, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui se meut, qui est partout dans le pays. Je me pose même la question de savoir si celui-là demande aussi des autorisations. À lui, tout est permis, toutes ses descentes, voilà, il peut manifester comme il veut, aller où il veut. Et quand il s'agit de l'opposition, à ce moment-là, on commence à regarder les conditions de sécurité. Vous allez ou vous n'allez pas, parce que il y a quand même un souci là. Bon, non, le souci, il est réel. Nous voulons être républicains, respecter les textes, et nous ne voulons pas qu'on nous pousse à l'erreur.
dans laquelle, par exemple, on avait réussi à mettre Paulin Makaya en difficulté lorsqu'il y avait le débat sur le changement de constitution et où il a été arrêté, etc., pour trouble à l'ordre public, alors qu'au même moment, il y avait des activités qui étaient menées par les partis de la majorité présidentielle qui n'ont nullement été inquiétés, qui n'ont jamais été inquiétés, etc. En fait, on est dans un système où le PCT, c'est la loi. Ils ne sont pas conformes à la loi. On ne leur applique pas la loi. Et nous allons voir le nouveau préfet de Brazzaville, comment il va gérer cette situation que nous suivons avec beaucoup d'attention. Parce que les textes, c'est le PCT qui les a votés, les textes, et nous allons suivre, nous allons voir. Voilà un peu. Oui, mais on revient sur le rassemblement des forces du changement. Tout à l'heure, nous parlons de la réaction de Parfait Iloki. Mais parlons des objectifs visés ou fixés. C'est quoi concrètement? Aller à l'élection avec cette plateforme ou c'est quoi concrètement? Qu'est-ce que vous visez comme objectif? Parce que l'élection présidentielle, s'il est de laisser tenue, sont respectées, c'est dans, je crois, 9 mois, c'est en mars 2026. Votre plateforme à vous, que vous venez de créer, c'est quoi l'objectif? Mais Christian, nous allons procéder à notre sortie et nous aborderons ces questions. Nous ne mettrons pas la charrue avant les bœufs. Mais pour l'instant, avant que nous n'ayons eu le débat sur ces questions, nous pouvons déjà dire qu'aujourd'hui, les conditions permissives pour la tenue d'une élection libre, démocratique, transparente en 2026 ne sont pas réunies. Autre chose que je peux dire, et ça, il faut que les Congolais le sachent. Ne sont pas réunis, ça veut dire que vous n'irez pas à cette élection, c'est ça? Quand nous examinerons la situation, nous tirerons les leçons de tout ça. Nous allons examiner. Par exemple, Christian, je sais que tu suis l'émission que je fais Grand Angle. Mais dans la dernière émission que j'ai faite, j'ai dit quoi? J'ai exhorté le président de la République qui a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution devant le constat que le PCT a violé les lois et règlements de la République. J'ai exhorté le président de la République à prendre les dispositions, à faire respecter la Constitution en sanctionnant le Parti congolais du travail. Ça veut dire quoi, Christian? Ça veut dire que si le président de la République, et je pense que le président de la République est tenu de respecter le serment qu'il a prêté, s'il sanctionne le PCT, ça veut dire quoi, Christian? Mais ça veut dire que le Sénat est à plat, ça veut dire que l'Assemblée nationale est à plat. À partir de ce moment, il faut réfléchir à l'avenir du Congo. Que deviendrait le Congo et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à partir de ce moment que les propositions devront être faites. Ensuite, je ne cesse de le répéter. Le président Denis Sassou Nguesso ne peut pas être président du Parti congolais du travail et préparer l'organisation d'une élection libre, démocratique et transparente en 2026. Dans le passé, ça s'est accepté, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et je crois que les acteurs politiques doivent le comprendre, sauf ceux qui se battent coûte que coûte pour conserver le pouvoir. Mais ils veulent conserver le pouvoir pourquoi? Le bilan est là, pas pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais, pour enfoncer davantage les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Et ça, oui, mais Clément Virassa, il y a tout de même une crainte exprimée par les Congolais qui ont vécu toutes les élections qui ont eu lieu sous Denis Sassou Nguesso, depuis son retour, bien sûr, hein, en 1997. D'entrée de jeu de cette émission, nous vous avons proposé un extrait de la conférence de presse donnée par Jean-Félix Diembatelo qui a expliqué que finalement, les élections organisées par le PCT, les résultats sont connus d'avance, c'est une tricherie, c'est une machine à tricherie qui est mise en place et qui ne va pas changer. Bien, là vous dites, vous allez examiner un certain nombre de conditions et si ces conditions ne sont pas réunies, vous prendrez une décision, c'est-à-dire vous en dédurez ce que vous allez faire par la suite. La crainte chez les Congolais, c'est de se dire, bon, de toute façon, le PCT a toujours agi comme ça et tout le monde sait ce qui va arriver en 2020. Si jamais l'élection est tenue, bien entendu, ça sera encore une tricherie. On viendra encore lire les résultats nuitamment, après avoir quadrillé toutes les villes par des chars, pourquoi pas du matériel militaire pour intimider la population et puis bon voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Ça ne va pas changer en 2026 si jamais l'élection a lieu. Vous, avec votre plateforme, la question qui revient souvent, elle est récurrente, c'est de savoir, est-ce que le rassemblement des forces du changement aura les capacités d'inverser le rapport de force pour que cette fois-ci, le PCT ne fasse plus voilà comme avant. C'est là tout le problème. Ou bien vous irez toujours dans la logique, comme on a toujours vu, après l'élection, bon écoutez, on a proclamé, et puis bon, que voulez-vous, on ne veut pas qu'il y ait des morts, on ne veut pas ceci, cela, bon, et on prend acte, comme d'habitude. La question que tu poses est véritablement pertinente, Christian, mais elle dépend d'une chose. Elle dépendra d'une chose. Non, je dirais même de deux. La première chose, c'est que les Congolais s'approprient le destin de leur pays entre leurs mains. Christian, les Congolais ont suivi ce qui s'est passé au Sénégal. Les Congolais ont suivi ce qui s'est passé au Sénégal. C'est pratiquement deux prisonniers qui étaient, deux personnalités qui étaient en prison, qui ont fini par sortir et faire balancer les choses. Mais avec quel point fort, avec quel atout? Mais c'est l'appui de la population, la sortie de la peur. Et c'est en ça que je dis que notre défi au niveau du rassemblement des forces du changement, c'est de créer une liaison, une relation de confiance avec le peuple et de faire en sorte que le peuple nous fasse confiance et qu'il nous soutienne dans la démarche qui sera la nôtre lorsque un certain nombre d'actions seront prévues. Christian, ce que tu dis, je te prends un exemple un peu anodin. J'ai suivi quelques extraits de la quinzaine du ministre Thierry Mungala, encore que je suis surpris, parce qu'à un moment donné, on l'a passé en intégralité. Maintenant, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. J'ai le sentiment qu'on veut cacher des informations. Au Congolais, ça ne passe pas. Bon. Maintenant, qu'est-ce que j'ai constaté? Thierry Mungala a voulu nous dire que les gouvernants ont pris la décision de résilier les baux amphithéotiques. Mais pourquoi? Mais parce que la population s'est levée, parce que les voix se sont levées. Et il faut que les Congolais prennent conscience que lorsque les voix se lèvent, mais on fait changer les décisions. Il faut que les voix se lèvent. Et tu vois, Christian, que pour les accords avec le Rwanda, nous reviendrons là-dessus pour bien expliquer la situation congolaise. Parce qu'il ne faut pas qu'on endorme les Congolais avec la vision que Thierry Mungala veut amener. Il faut bien expliquer les choses aux Congolais pour que les Congolais comprennent et qu'on essaie d'avancer. Donc, Christian, je crois, tu m'as posé la question de savoir quel était le sens du pardon que j'ai demandé. Mais le sens du pardon que j'ai demandé, c'est que les populations, sinon le peuple congolais, nous soutiennent et fassent que nous créions une relation de confiance entre le peuple et nous, de sorte que lorsque nous expliquerons pour la prise de conscience, lorsque nous allons véhiculer nos idées, qu'elles soient bien comprises et que par rapport à ça, les gouvernants puissent reculer devant un certain nombre de choses. Mais, Christian, on critique les réseaux sociaux. Mais pose-toi la question. Le ministre de l'Intérieur, Zéphirin Raymond a annoncé en mars 2024 qu'on allait tenir une concertation nationale qui allait se pencher sur la refonte de la loi électorale. Pose-toi la question, ça fait plus d'un an. Pourquoi cette concertation nationale ne s'est pas tenue? Et en plus, c'est que le ministre Raymond Zéphirin Boulou sache, avec les gouvernants, que cette concertation nationale n'était basée sur aucune base juridique et que c'est de manière expresse et expéditive qu'ils ont décidé, soi-disant, sans texte. Il n'y a pas de texte que certains partis ne devaient pas prendre part. Donc, je crois qu'il faut que le rassemblement sorte, qu'il fasse effectivement sa sortie et qu'il travaille pour que nous allions à cette complicité qui devrait exister avec la base pour que nous suivions ces problèmes. Voilà ce que je veux dire. Est-ce que Clément Mirassa, toujours dans le cadre, bien sûr, du rassemblement des forces du changement, dans vos projections, avez-vous aussi et tout dans la logique d'un dialogue probable ou d'une transition
puisque l'idée est en train d'émerger? Christian, moi, j'en parle pas parce que l'idée émerge. J'en parle sur une vision extrêmement concrète. Et c'est aujourd'hui les gouvernants, avec en tête le président Denis Sassou Nguesso, qui ont la possibilité de se tourner vers les Congolais pour poser la question de savoir quel est l'avenir de ce. Pourquoi je te le dis? Je dis et je répète en français facile. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Le Parti congolais du travail doit être sanctionné par rapport à l'article 31 de la loi 20-2017 du 12 mai 2017 qui dit qu'en cas de violation, le parti concerné est suspendu par le ministre de l'Intérieur. Et je complète en disant, dès que le Parti congolais du travail est suspendu, l'Assemblée tombe, le Sénat tombe, mais ça veut dire que nous, les Congolais, doivent être préoccupés pour l'avenir de ce pays. Donc, il faut qu'il y ait une rencontre avec les Congolais pour définir l'avenir du Congo et essayer de voir comment aller. Et à partir de ce moment, se posera la question, transition, qu'est-ce qu'on fera, etc. Je crois que c'est ça la vision que j'ai maintenant. Et je crois que lorsque nous nous retrouverons au sein du Rassemblement des forces du changement, nous approfondirons la réflexion là-dessus. Alors, Clément Mierassa, venons-en aux accords de cession des terres du Congo-Brazzaville au Rwanda. Thierry Mongala y est revenu dans sa quinzaine de gouvernement du 5 juin dernier, faisant savoir ou annonçant aux Congolais que toutes les autorisations avaient été annulées le 8 décembre dernier, donc le 8 décembre 2024. Or, nous savons que le 15 janvier 2025, donc l'année en cours, Théoneste Mutinda Chaka, ça vous dit quelque chose, l'ancien ambassadeur du Rwanda au Congo, au sortir de son audience, bien entendu, que lui avait accordé Denis Sassou Nguesso, il annonçait que finalement, il s'était accordé avec le gouvernement congolais pour démarrer la culture du ricin. Il a même cité les zones dans lesquelles devrait commencer cette culture. On a parlé aussi d'un projet très important pour le Congo, qui va produire beaucoup d'emplois, le projet de la culture de ricin, pour faire l'huile de ricin et faire le biocarburant. C'est un projet que, encore une fois, Mesfeld fait avec la société ENI. Nous allons commencer à cultiver d'ici peu à Obavir, dans la Bouenza, 3000 hectares, mais ça va continuer sur beaucoup d'hectares. Et nous allons aussi faire le ricin villageois là où la population congolaise va cultiver le ricin et nous allons signer un contrat d'achat de tout le ricin qu'ils vont produire. Alors là, apparemment, il y a un paradoxe. Parce que si réellement, tel que Thierry Mongala l'a annoncé, que ces autorisations avaient été annulées et notifiées à tous les partenaires, c'est ce qu'il a dit. La fameuse histoire des terres rwandaises, vous vous rappelez la polémique, la salive, l'encre que tout cela a fait couler. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas demandé quelle a été la suite? Pourquoi on n'en parle plus? Parce que tout simplement, le dossier est terminé. Pourquoi il est terminé? Le Premier ministre, dans ses communications diverses, vous avez dit ceci. Ce sont des autorisations provisoires, des autorisations fragiles, qui dépendent de la réalisation par les entreprises rwandaises concernées d'un certain nombre de réalisations ou d'un certain nombre d'actes. Eh bien, on avait une date butoir qui était au 8 décembre. Ben, figurez-vous qu'au 8 décembre, n'ayant pas eu de retour positif ou en tout cas cohérent des entreprises concernées, le ministre d'État Mabiala, ministre des Affaires foncières, qui avait délivré au nom du gouvernement les autorisations, a informé les partenaires que c'était annulé. Mais c'est étonnant que vous n'en parliez plus. C'est étonnant. Parce que quand ça va mal, on en parle. Quand les choses se passent de manière juridique, de manière posée, de manière concrète, on n'entend plus personne. Qu'est-ce qui peut expliquer que l'ambassadeur rwandais Mutinda Chaka, lui, annonce le 15 janvier de l'année en cours démarrer la culture du ricin au Congo-Brazzaville? Oui, Christian, merci pour ta question. Je dois dire que la communication du ministre porte-parole du gouvernement n'est pas complète. Christian, il faut essayer de revenir
on reviendra peut-être dans les détails sur ce problème. Il faut peut-être revenir à ce que les Congolais ont pris comme position. La position des Congolais est la suivante. Non à la vente des terres, non à la cession des terres sous quelque forme que ce soit au Rwandais, oui à l'annulation pure et simple de tous les accords signés entre le Rwanda et le Congo. Et c'est pour ça que je dis aux Congolais qu'il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Ce que Thierry Mungala dit, il n'y a aucune nouveauté, Christian. Pourquoi? Lorsque Denis Christel Sassou Nguesso fait le point lors de la conférence conjointe, je crois, en juillet 2023, entre le président Paul Kagame et le président Denis Sassou Nguesso, il fait apparaître deux aspects. Il fait apparaître deux aspects. Il pense qu'il y a dans l'accord qui a été signé, je crois, avec Masséfield 28, 121 000 hectares de terres qui sont affectés à la culture de ricin. Et cette culture de ricin devait avoir lieu dans le Poul, dans la Bwenza et dans le Niari. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est un autre accord avec la société Eleveco Congo pour 12 000 hectares à travers lesquels on cédait le ranch de Massangi à Yamba aux fermiers rwandais. Mais quand je commence par le dernier point, le deuxième point, mais le deuxième point ne devait pas poser de problème, Christian. J'ai avec moi ici le décret qui accordait cette autorisation express aux Rwandais. Mais l'article 4 de ce décret est clair. L'article 4 dit ceci. L'autorisation express d'occuper prend fin en cas de sous-location ou d'aliénation ou tout en partie de la propriété immobilière occupée. Pourquoi j'insiste sur cet aspect? Mais parce que lorsque le Premier ministre est descendu avec le ministre Thierry Mungala, avec le ministre Mabiala sur le terrain, mais ils se sont rendus compte que les Rwandais avaient déjà sous-loué cet espace à un Congolais qui faisait du maïs. Donc, par rapport à ce décret, on devait automatiquement mettre fin à l'autorisation express qui avait été accordée. Pourquoi depuis tout ce temps, au plan administratif, puisque le Premier ministre dit que l'administration est écrite, pourquoi depuis tout ce temps, on n'a pas réglé ce problème? Donc voilà pour ce qui est du ranch de Matsangi. Il suffit, mais ce que les Congolais veulent, il y a un décret qui avait été pris pour accorder cette autorisation express. Si on a mis fin à cette autorisation express, c'est qu'il y a un décret qui a été pris et que Thierry Mungala communique aux Congolais quelles sont les références du décret. Maintenant, le deuxième volet, la culture de ricin. 121 000 hectares avaient déjà été alloués sur, semble-t-il, autour de 158 000 qui étaient escomptés. Et il y a 5 autorisations provisoires qui avaient été accordées, notamment à Loudima, à Madingu, à Louvakou, à Makabana et à Kindamba. Et c'est là qu'on avait fait le constat que les structures rwandaises devaient prendre des dispositions au plus tard le 8 décembre. Passé le 8 décembre, on déclarait les autorisations qui avaient été prises par le ministre Pierre Mabiala comme caduques. Et comme le 8 décembre est passé, que les diligences n'ont pas été observées, donc depuis le 9 décembre 2024, ces autorisations devaient déjà administrativement être déclarées comme caduques. Et ce sont ces éléments administratifs que les Congolais aimeraient avoir. Maintenant, la question que tu poses, elle nous amène à nous poser des questions. Parce que le délai expirait le 8 décembre. Et le 15 janvier, l'ambassadeur rwandais Théonès Mutinda Chiaka est reçu par le président. Il va faire les adieux. Et lorsqu'il fait les adieux, qu'est-ce qu'il annonce? Il annonce que la coopération économique marche très bien. Il y a Maluku, parce qu'il faut que Thierry Mungala sache que dans ce que les Congolais cherchent, même Maluku, il ne faut plus la présence des Rwandais. Donc, il annonce que Maluku marche bien,
puisqu'on va bientôt avoir des produits made in Congo qui sortiront de Maluku. Je ne sais pas s'ils ont commencé à sortir sur le marché, etc. Et le deuxième volet, il annonce qu'on va démarrer un projet de culture de ricin à Madingu sur 3000 hectares. C'est là qu'il y a une confusion. Les terres sur lesquelles le projet devait être exécuté doivent être abrogées lorsque le ministre Pierre Mabiala va abroger les actes. Mais l'annonce de l'ambassadeur rwandais pour dire qu'avec le gouvernement congolais, ils vont lancer la culture de ricin en commençant sur 3000 hectares. Il lance cette culture, puisque les terres sur lesquelles on devait les faire, ce sont les terres qui doivent être, etc. Donc, voilà un peu la situation. Maintenant, de façon globale, je dis, Christian, il ne faut pas qu'on en donne les Congolais. Il ne faut pas que les Congolais soient distraits dans ce combat avec sur les accords signés entre le Rwanda et le Congo. Pourquoi? Mais parce que le vrai problème, c'est que les accords signés, Christian, en 2021 et en 2022, il y en a 15, dont un accord de coopération militaire et technique, dont un accord de partenariat économique et de promotion et de protection des investissements. Ces deux accords-là n'ont jamais été ratifiés par notre Parlement. Or, l'article 217 de notre Constitution dit que le président de la République négocie, signe et ratifie les accords internationaux, mais la ratification n'intervient qu'après l'autorisation par le Parlement. Il n'y a jamais eu l'autorisation du Parlement. Or, la position des Congolais, qu'il faut bien le préciser, c'est quoi? C'est l'annulation pure et simple de tous ces accords, que ce soit pour l'exploitation minière à Kangami-Tchopo, que ce soit pour les Maluku, ce qu'on appelle la zone industrielle et commerciale, que ce soit pour les autres aspects, de port sec de Dolisie, etc. Il faut que tout ça soit annulé. Et le combat que nous menons, l'explication que nous voulons donner aux gouvernants, c'est que les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, ont dit non à la vente des terres, non à la cession des terres, oui à l'annulation pure et simple de ces accords, surtout. Et Christian, n'oublie pas que dans l'esprit des Congolais, les terres, en fait, ne devaient pas servir principalement à l'agriculture, mais elles devaient servir, semble-t-il, à installer une base militaire au niveau du Congo. Et ça, les Congolais avaient dit qu'il y avait un agenda caché qu'ils ne pouvaient pas accepter. Voilà la clarification. Donc, sur cette question, dans le même nous sens, reviendrons là-dessus, mais il faut beaucoup de clarification. Beaucoup de clarifications. Il serait d'ailleurs souhaitable pour le gouvernement congolais, question de transparence, pourquoi ne pas organiser une conférence conjointe avec le Rwanda, comme ils l'ont fait au début, pour expliquer que finalement, tous ces accords ont été annulés ou toutes ces autorisations ont été annulées, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc jusque-là, les Congolais, comme vous l'avez dit, il faut être mais vraiment éveillé parce que finalement, on est en train d'assister à une campagne, j'allais dire, de diversion, carrément, c'est ça. Et dans le même sens, puisque tout à l'heure vous aviez même évoqué l'accord militaire, ce que Thierry Mongala semblait nier dans, bien sûr, ses propos lorsqu'il abordait les relations entre Kinshasa et Brazzaville, où il a semblé dire tout va bien, on n'a pas de soucis avec voilà nos voisins. Et là, il a faim de ne pas parler de cet accord militaire pourtant qui existe. On l'écoute et mais il y a des éléments nouveaux. Christian, il y a des éléments nouveaux qui s'ajoutent. Il y a des éléments nouveaux, oui, évidemment. Tout à l'heure, on va attends, je vais en donner quelques-uns. Oui. Le premier élément nouveau qui s'ajoute, c'est que le week-end dernier, il y a eu un sommet des chefs d'État de la CEAC à Malabo. Et vous savez que le tour de la présidente de la CEAC devait revenir au Rwanda. Et que finalement, le sommet a décidé de la prolongation d'un an du mandat du président équato-guinéen. Et que cette session de la CEAC, qui est très importante, a décidé du retrait des troupes du Rwanda du territoire
de la RDC pour garantir l'intégrité du territoire de la RDC. Et que suite à ça, aux autres aspects qui ont été évoqués, le Rwanda a décidé de se retirer de la CEAC. Ça, c'est le premier élément que je donne. Le deuxième élément, parce que j'ai entendu le ministre Thierry Mongala dire, mais il faut qu'il nous donne davantage d'informations, que la coopération entre notre pays et la RDC marche si bien. Mais nous avons constaté... Clément Mirassa, on va écouter donc Thierry Mongala et vous allez continuer à donner votre réponse. Suivez. Commençons par les relations entre nos deux pays. Les relations sont excellentes, elles sont fraternelles. Elles sont fraternelles, comme deux voisins qui ont un mur mitoyen qui sépare leurs deux maisons. C'est-à-dire le mur mitoyen, c'est le mur unique. C'est-à-dire que à gauche, c'est un voisin, à droite, c'est un autre. Si le mur mitoyen se met à brûler, ben les deux voisins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre des seaux d'eau, ou ils vont appeler les pompiers au même moment, mais en tout cas, ils vont se solidariser pour éviter que leurs deux maisons ne brûlent. Eh bien, nous sommes dans cette situation-là avec la RDC. Nous avons ce voisinage obligé, parce que c'est la réalité physique, géographique qui nous unit. On dit souvent les deux capitales les plus proches du monde, c'est le cas. Voilà, Clément Mirassa, pour Thierry Mongala, la coopération entre Kinshasa et Brazzaville est sur, voilà, comme qui dirait, des bons rails, ça marche très bien, il n'y a pas de souci, voilà. Et tout ce qui s'est dit autour ne serait que spéculation. Mais ce n'est pas de la spéculation, je prends un fait nouveau. Je prends un autre fait que j'ajoute à ce que je viens de dire. Mais Christian, toujours, nous sommes bien informés par les réseaux sociaux, mais nous avons suivi les commentaires de beaucoup de médias en ligne de la République démocratique du Congo. Il y a eu un vote au niveau des Nations Unies pour l'élection. Les nouveaux membres, voilà. Pour l'élection de la République démocratique du Congo comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les résultats sont clairs. Écoute, Christian. Sur 187 pays, 183 pays ont voté pour l'élection de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité, comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. 4 pays ont voté contre. C'est le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et le Congo-Brazzaville. Et ça nous fait réfléchir. Et nous pensons que Thierry Mongala devrait mieux informer les Congolais sur cette situation. Parce que les Congolais... Comme quoi le Congo-Brazzaville a voté contre Kinshasa, c'est ça? Ben, c'est ce qui apparaît. Et nous souhaitons vraiment qu'il y ait des relations de très bon voisinage entre notre pays, le Congo, et la République démocratique du Congo, et que ces liens historiques, séculaires que nous avons avec ce pays soient toujours sauvegardés. Et il devrait être de bonne loi dans la vision que nous avons de la coopération internationale, que le Congo entretienne des bonnes relations avec tous ses pays voisins, particulièrement les pays voisins immédiats, comme la République démocratique du Congo. Merci Clément Mirassa, nous sommes à la fin de l'heure. On va donc conclure. Malheureusement, les autres aspects ne pourront plus être abordés. Je vais vous laisser les quelques secondes qui nous restent pour conclure cette émission. Alors, moi, je dirais, Christian, que lorsque j'ai suivi le ministre Thierry Mongala intervenir sur le problème des terres, l'idée que j'ai retenue, c'est de dire finalement, les gouvernants commencent à accepter la position qui a été prise par les Congolais, à savoir que non à la vente des terres, non à la cession des terres sous quelque forme que ce soit, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Donc, je dirais aux Congolais de ne pas baisser les bras sur ce problème. C'est un pas qui a été franchi, mais il faut que nous continuions le combat pour que nous arrivions effectivement à l'annulation pure et simple de ces accords. Surtout que les Congolais ont regretté que notre pays n'ait jamais condamné l'agression de la RDC par le Rwanda. Et ça, au vu de ce qui s'est passé à travers le monde, etc. Maintenant, l'autre aspect sur lequel je vais terminer, c'est sur les élections. Christian, nous sommes loin de remplir les conditions permissibles
pour la tenue d'une élection libre, démocratique, transparente et apaisée en 2026. Et nous regardons que les gouvernants, en fait, traînent le pas. Pour quelles raisons, nous ne savons pas. Et nous sommes surpris qu'à 2 reprises, nous ne savons pas pour quelles raisons, en pleine session de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale prend la parole pour dire que le candidat naturel, c'est Denis Sassou Nguesso, comme si il voulait ignorer totalement l'existence de l'opposition, comme s'il voulait ignorer qu'il y a une opposition qui existe, et que si il y a des partis d'opposition qui ont été créés, c'est bien pour la recherche du pouvoir. Quel est le message qu'il veut faire passer? Ça veut dire que tous les partis représentés à l'Assemblée se sont déjà alignés derrière Denis Sassou Nguesso, quoi, parce que nous ne voyons aucune réaction. Il n'y a aucun commentaire. Et ce n'est pas la première fois qu'il le fait, c'est la 2e ou la 3e fois. D'ailleurs, il s'est réjoui de ce que, à travers tout le pays, les voix s'élèvent en suivant un peu l'exemple qu'il avait, semble-t-il, initié à Kindamba, etc. Et ça, ce n'est pas, moi, je considère que ce n'est pas démocratique. Je crois que c'est des choses qu'il faut redresser. Donc, voilà, Christian, les 2 commentaires que je ferai. Maintenant, pour les autres aspects, nous aurons l'occasion de suivre et de voir comment on pourrait. Voilà. Merci Clément Birassa. Je rappelle que vous êtes président du PSTC. Grand merci d'avoir été disponible encore pour nous et pour nos téléspectateurs. C'est aux Congolais, c'est au peuple congolais que revient le dernier mot. Vous l'avez bien dit, la force de l'opposition, c'est d'abord la mobilisation et le soutien du peuple congolais. Merci, en tout cas, grand merci encore d'avoir répondu à nos questions. Merci bien. À bientôt, Christian. À la prochaine. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Cliquez et participez aussi à partager cette émission. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.